Bonjour, nous allons voir maintenant le module sur les déchets. Tout d'abord, la conception que l'on s'est fait de la consommation de ressources a été bouleversée par cette image qui nous a montré que les ressources sont limitées et que nous n'avons donc qu'une seule terre. C'était quelques années plus tard, on développait les notions de développement durable qui correspondaient aux besoins des générations actuelles sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs besoins. Malheureusement, on s'aperçoit que la notion de développement ne peut pas être poursuivie telle qu'on la vit aujourd'hui. En tout cas, on ne peut pas promettre pour les générations futures le même développement que nous avons connu du fait de l'épuisement rapide de nos ressources. Et c'est pourquoi on s'est plutôt centré sur les questions plus larges d'environnement et on en est arrivé à un concept que nous vivons une nouvelle période géologique qui s'appelle l'Anthropocène, qui est la période où l'influence de l'être humain sur la géologie et les écosystèmes est devenue significative à l'échelle totale de l'histoire de la Terre et à l'échelle de l'ensemble de la planète, en tout cas de sa surface. Et on pense que cela a commencé probablement lorsqu'on a pu mettre en évidence un phénomène qui intéressait l'ensemble de la surface planétaire, par exemple les retombées radioactives des essais nucléaires, ou bien certains font remonter cette période dès le début des transformations environnementales par l'humanité, qui est l'époque néolithique. Néanmoins, on sait depuis peu qu'on a une preuve, en tout cas on aura une preuve dans quelques milliers d'années que nous avons changé d'ère géologique, puisqu'en général on fait reposer ces changements d'ère géologique sur l'étude des fossiles. Eh bien les fossiles de poissons vont changer de façon très brutale, leur répartition en tout cas, parce que le nombre d'espèces de poissons dans le monde a très fortement diminué après qu'on a étendu par dissémination des espèces cultivées de poissons dans toutes les rivières, dans tous les lacs, très peu d'espèces qui ont pris la place de celles qui étaient en place dans chacune de ces rivières, de ces lacs, qui étaient très spécifiques pour chaque région. Donc on en arrive à un concept différent aujourd'hui qui est celui d'une seule santé où on essaie d'unir ensemble la santé des écosystèmes, la santé des espèces végétales, animales et humaines, et également en incluant l'état de santé des écosystèmes tout entiers, et cela à toutes les échelles, locales, nationales et planétaires. Nous allons donc travailler sur le sujet des déchets pour vous dire que globalement, si on s'intéresse qu'au concept des émissions carbone, des émissions de gaz à effet de serre, les déchets, c'est pas, en particulier les déchets hospitaliers, ce n'est pas ce qui domine dans l'impact du système de santé sur les gaz à effet de serre. Mais je pense que ce n'est pas la seule approche à avoir, les gaz à effet de serre, puisque vous allez voir qu'il y a un certain nombre d'autres impacts qu'il faut maîtriser et que ce ne sont pas forcément ces impacts-là qui nous intéressent le plus dans la gestion des déchets. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un déchet aujourd'hui? Depuis 2015, depuis la loi 2015, un déchet n'est plus une matière ou un objet destiné à l'abandon, c'est une substance ou un objet dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire. Parce que quand c'était destiné à l'abandon, évidemment, on ne pouvait pas déterminer ce que ça allait devenir. Aujourd'hui, on commence à essayer de travailler sur ce que vont devenir les déchets. La première loi qui est importante, c'est celle de 2015, qui a eu beaucoup d'objectifs, mais donc celle qui nous intéresse le plus, c'est la réduction importante de la mise en décharge des déchets, puisqu'il était prévu de diminuer de 50% par rapport à 2010 la masse de déchets mise en décharge en 2025, en 15 ans. Je ne suis pas certain du tout qu'on y arrive. La loi anti-gaspillage et pour l'économie circulaire de 2020 s'est surtout intéressée à l'usage unique et en particulier l'usage unique de matière plastique. C'est pourquoi nous n'avons plus déjà depuis quelques temps de couverts en plastique ou de gobelets en plastique à usage unique. En tout cas, c'est interdit de les vendre. Voilà. Et puis, sur beaucoup d'autres mesures qui ont été mises en place à l'époque. Et nous vivons aujourd'hui donc dans une époque de planification écologique du système de santé. C'est le plan gouvernemental actuel qui est centré sur 8 domaines d'action, dont les achats durables, les soins éco-responsables et bien sûr diminuer les déchets du secteur de la santé qui sont importants. Alors les déchets en France, globalement, sont d'abord des déchets de construction. 2/3 de la masse des déchets produits en France, totalement l'ensemble des déchets, ce sont des déchets de construction, donc de destruction, par exemple des gravats, ou bien des déchets de construction de routes ou de tout ce qui est du domaine de la construction. Donc c'est vraiment en quantité très importante. On n'en a pas l'idée initiale d'habitude, c'est pas ce qu'on remarque le plus. La production globale de déchets, vous avez la répartition, donc déchets de construction, déchets d'activité hors construction, c'est-à-dire déchets d'activité économique, puis les déchets ménagers en bleu foncé.
on voit qu'ils ont tendance plutôt à diminuer ou à se stabiliser depuis les années 2000. Depuis des années 2000, ça n'a pas été modifié. Après une petite augmentation en 2010, ça a été le pic, et depuis ça redescend un peu, de même que les déchets ménagers, proprement dit, qui ont tendance à descendre depuis 2010. Pour autant, la consommation de matière baisse également. Donc ça pourrait être logique qu'il y ait une baisse des déchets, puisqu'il y a une baisse de la consommation des matières, comme on le voit ici, là, selon les différentes répartitions de matière. Ce qui explique pourquoi les déchets enfouis, ces fameux déchets mis en décharge, diminuent également, diminuent d'ailleurs plus vite que la diminution de la consommation des matières. Donc il y a effectivement un effet recyclage qui commence à se faire sentir, et donc on voit qu'on finira par arriver à cet objectif, même s'il ne sera pas exactement dans les temps, de réduction de 50% de la mise en décharge, et même plus, puisque à terme, c'est la totalité de la mise en décharge qui sera rediscutée. Voilà. Alors, les objectifs des lois dont je vous ai parlé sont ici, et ils ne sont pas atteints pour la totalité d'entre eux, on va dire, bien sûr, mais néanmoins, on va dans la bonne direction pour un certain nombre dont la mise en décharge est bien démontrée. Également pour les tri à la source. Alors, parmi les moyens qu'on a employés pour arriver à ces résultats, eh bien, c'est par exemple la tarification des déchets, des ordures ménagères au poids, c'est à faire peser tout simplement les poubelles. On n'a pas trop l'habitude dans notre région, mais vous voyez, le nord et l'est en particulier ont bien mis en place dans de nombreuses communes cette tarification des déchets ménagers au poids. L'autre événement important pour la réduction des déchets, ça a été l'ouverture des centres de compostage en très grand nombre. Vous voyez la vitesse en vert là, de la courbe depuis 1996, du fait que les lois ont imposé effectivement le traitement des biodéchets et l'interdiction du brûlage de ces biodéchets. Parmi les biodéchets, il y a les déchets verts. Ce sont les déchets putrescibles, les biodéchets. Ce n'est pas que les déchets alimentaires. Alors en France, on n'est pas très bon en matière de recyclage, on n'est pas les meilleurs en tout cas. On voit que le centre de l'Europe et l'Allemagne en particulier arrivent à avoir des taux de recyclage plus importants, mais on est plutôt bon en matière d'incinération. Si on peut dire que c'est un avantage, en tout cas on incinère plus en quantité que la moyenne de l'Europe, sans être les meilleurs. Voilà. Le taux de recyclage des emballages est très variable en fonction de la matière. On voit que les emballages métalliques comme l'acier sont totalement récupérés. Ça a une grande valeur. Le verre également, avec 85%. Papier carton, on n'est pas encore idéal, on n'est qu'à 64%. L'aluminium, les canettes par exemple, sont recyclées pour moitié. Malheureusement, les matières plastiques, c'est très faible. Aujourd'hui, 28%, c'est un taux de récupération qui est très en dessous donc des seuils qui s'était fixé la réglementation, qui était de 75% en 2012. Vous imaginez qu'on n'y est pas, et de loin. Alors, on va partir dans l'idée d'économie circulaire, c'est-à-dire faire circuler les matières, ne plus, lorsqu'on les a extraites, ne plus les détruire ensuite, après leur fin de vie. Et il faut connaître la terminologie réglementaire qui est employée dans ce domaine. Donc, le recyclage, tout d'abord ici, c'est le fait de retransformer la matière, enfin récupérer la matière de l'objet pour la remettre dans le cycle de production. Je dis bien, c'est ça le recyclage, c'est pas la valorisation, pas le fait de faire brûler pour récupérer de l'énergie comme le font croire un certain nombre de personnes qui ont intérêt à le faire croire. Non, le recyclage, c'est vraiment récupérer la matière et la remettre dans le circuit de production de l'objet. La réutilisation, c'est un petit peu moins, c'est-à-dire qu'on arrive à garder l'objet à peu près en état, mais il faut le réparer pour le remettre en état, le reconditionner. Et donc on est quand même passé par la filière déchets. Mais à partir du réemploi, simplement réutiliser l'objet, eh bien ce n'est pas un déchet, on n'en a pas fait un déchet, on l'a réemployé avant, de même que la réparation. Donc ce sont les terminologies à utiliser. En France, le taux de circularité, c'est-à-dire le pourcentage de matière qui est remis justement en circulation, augmente régulièrement depuis 2011. On est environ aujourd'hui de 22%. On le voit sur ces flux totaux là, qui sont chaque année, l'ADEME nous sort un très beau document très complet sur les chiffres clés qui montre que l'ensemble des flux, la largeur de chaque flux correspond également au volume qu'il représente. Ici en bas, on a la partie circulaire du flux, les matières, ça représente à peu près au total 22% de l'ensemble des flux. Voilà. Alors les principes directeurs qui nous guident sont la prévention du déchet et l'économie circulaire. Prévention du déchet veut dire qu'il faut tout faire pour ne pas produire le déchet. Le meilleur déchet, c'est un déchet qui n'est pas produit, tout simplement. Donc recycler, réutiliser, surtout réutiliser. La notion de déchet est importante à partir de quand un objet devient un déchet, acquiert le statut de déchet, c'est à partir du moment où on le met dans une filière de déchets, donc on le met dans une poubelle. Voilà. Là, il acquiert le statut de déchet et il part en réglementation de déchet, objet étendu déchet. Tant que vous ne l'avez pas mis à la poubelle, ce n'est pas un déchet. Il faut bien comprendre. Et le deuxième principe général, c'est l'économie circulaire, c'est le fait de favoriser énormément donc, la récupération des matières et arrêter de puiser dans la nature parce que de toute façon, ces stocks s'épuisent. Il faut connaître la
typologie des déchets, pour parler clair, il n'y a que 2 classements possibles des déchets. Déchets selon la nature, dangereux ou non dangereux. Donc, il est dangereux ou il n'est pas dangereux, la nature des déchets est fixée. Ou bien, deuxième classement, par le producteur qui a produit le déchet. Et là, il n'y a que 2 types de producteurs, soit les ménages qui créent des déchets ménagers et rien d'autre, soit tous les autres producteurs créent des déchets d'activité économique. Donc l'hôpital crée des déchets d'activité économique, un professionnel qui va à la maison pour faire des soins crée des déchets d'activité économique, parce que ce n'est pas le ménage, c'est le producteur, c'est celui qui produit le déchet. Vous voyez, ne sont produits de déchets ménagers que ceux produits par les ménages. Et il n'y a pas de notion de déchets assimilés aux ordures ménagères, je vous en parlerai plus tard. C'est une terminologie qui n'a jamais existé, mais qui est très utilisée malheureusement dans notre domaine. On comprendra peut-être pourquoi si j'ai le temps de vous l'expliquer dans le temps qui m'est imparti. Voilà, alors par exemple les déchets dangereux, non dangereux. Les déchets non dangereux sont classés en inertes et non inertes. Les inertes sont ceux qui ne bougeront pas, qui ne subiront pas d'effet de putréfaction, de prolifération bactérienne ou autre. Ce sont par exemple les gravats, qui sont des déchets inertes. Et puis il y a des déchets non inertes comme les déchets alimentaires. Alors on garde une catégorie de déchets municipaux parmi lesquels les déchets ménagers. Ce sont ceux qui sont produits par l'activité de la municipalité elle-même, parce que la municipalité a en charge les déchets ménagers et les déchets qu'elle produit. Elle n'a pas en charge nécessairement les déchets d'activité économique, donc produits dans un contexte économique. Elle n'a pas en charge naturellement, mais elle peut s'en occuper, auquel cas ça s'appellera bien des déchets assimilés. Et c'est seulement ceux-là qui s'appellent assimilés. Ce sont les déchets collectés par la collectivité publique chargée de l'enlèvement des déchets qui sont des déchets assimilés, et non pas par une société prestatrice. Voilà. La terminologie réglementaire dit bien déchets ménagers, c'est tout déchet dangereux ou non dangereux, dont le producteur est un ménage. Les ménages produisent aussi des déchets dangereux. Et puis le déchet d'activité économique est un déchet dangereux ou non dangereux, dont le producteur n'est pas un ménage. Vous pouvez comprendre que l'hôpital crée des déchets d'activité économique et pas des déchets assimilés à quoi que ce soit d'autre. Voilà. Les obligations réglementaires en matière de tri à la source, qui sont déjà anciens, qui datent du milieu des années 2010. Nous avons aujourd'hui 6 flux obligatoires de tri à la source, qui ne sont pas toujours respectés, y compris chez nous, dans nos établissements. Le verre, le plastique, les cartons et le papier ensemble, si vous voulez, le bois, le métal et les biodéchets. Plus des filières dont je vais vous parler un peu plus tard, qui sont des filières à récupérer par les producteurs, du moins qui sont à charge des producteurs, qui s'appelle filière responsabilité élargie du producteur. Depuis la première loi 2015, surtout depuis la loi 2020, il y a une obligation qui est entrée dans le code de l'environnement de hiérarchie du mode de traitement des déchets. C'est-à-dire qu'on doit suivre cette filière pour savoir ce qu'on doit faire d'un déchet. Est-ce que le déchet est réutilisable? Si oui, alors il faut le réutiliser. Alors, en matière de soins, nous avons sur certains emballages ce symbole de barré qui veut dire que l'objet, le dispositif médical n'est pas réutilisable. Et il ne faut pas le réutiliser. Donc déjà, à cette question, on peut répondre, s'il y a un 2 barré, c'est pas réutilisable. S'il n'y a pas un 2 barré, on peut se poser la question de réutiliser bien sûr l'objet, le dispositif médical. S'il n'est pas réutilisable, on doit se poser la question, est-ce que l'objet est recyclable? On va voir que la notion de recyclabilité, elle est relative. Elle dépend surtout de la filière dans laquelle on a pu trouver une filière de récupération en vue de recyclage. Donc c'est plus admis en recyclage que recyclage. Admis en recyclage que recyclable. La notion de recyclable n'est pas absolue, n'est pas déterminée par l'objet lui-même, mais par le fait qu'on a trouvé ou non quelqu'un qui veut bien s'occuper du recyclage. Et ça dépend bien sûr d'un intérêt économique à recycler ou pas. Donc si cet objet a trouvé sa place en recyclage, s'il est admis en recyclage, il doit être recyclé. Si ce n'est pas le cas, malgré tous nos efforts pour le trouver, alors la dernière question à se poser, c'est est-ce que je peux le brûler, le valoriser? Et valoriser le déchet, c'est le brûler avec récupération d'énergie, et ce n'est que ça. Donc le brûler dans une installation qui utilise la cogénération électrique ou thermique de l'énergie produite par le fait de le faire brûler. Voilà. Et s'il est valorisable, alors il faut le valoriser. Et même si on n'a pas, la complexité vient quand on n'a pas un incinérateur à proximité et ça pose d'autres difficultés. Voilà, donc c'est un autre sujet, mais voilà. Et c'est seulement si on n'a pas répondu non à ces 3 questions, réutilisable, recyclable et valorisable, que le déchet peut être enfoui, c'est-à-dire mis en décharge. Alors, je vous parlais de filières REP, ce sont les filières qui sont montées réglementairement, soit Europe ou France, pour que les producteurs du produit
se regroupent entre eux et fassent un appel d'offres pour chercher un éco-organisme, c'est-à-dire un organisme qui va être chargé de collecter ces déchets, ce qu'ils ont produit, hein, in fine, et le traiter ensuite. Donc c'est bien le producteur du produit, de la, enfin, des objets lui-même, ce sont ces producteurs qui sont, non pas du déchet, mais des objets, qui doivent payer, si vous voulez, l'ensemble de la filière. Évidemment, ils nous la font payer quand on achète, bien sûr, mais au moins c'est organisé, structuré par les fabricants. Voilà comment ça fonctionne. Alors, il y a un grand nombre aujourd'hui, progressivement, vous voyez, depuis 93, ce sont toutes les filières qui ont été mises en place, alors selon qu'elles sont rendues obligatoires par l'Europe, la France ou volontaires. Et puis les filières à venir en dernier, alors la plaque date de 2021, donc vous voyez 2022, 23, 24, il était prévu qu'en 1er janvier 2024, les textiles sanitaires entraient dans ces filières REP, donc à charge des producteurs. Le temps a passé, on n'y est pas arrivé avec le Covid qui a ralenti les choses, ce sera plutôt le 1er janvier 2025. Et donc les textes sont en préparation pour que les drapages, les tenues, usage unique ou pas d'ailleurs, les surblouses, les lingettes, les masques qui font partie des textiles, les franges, c'est-à-dire les bandeaux de nettoyage et les pansements, soit à recycler et soit à charge pour la récupération et le recyclage donc de l'ensemble des producteurs et des distributeurs en France. Vous voyez ce qui va nous arriver en 2025 voilà. Après tout le reste, hein, après l'ameublement, les textiles, les véhicules. Alors les textiles, ça veut dire les vêtements, hein, là, depuis 2007, les véhicules hors d'usage, qui sont entièrement désossés puis recyclés. 98% du poids rentre dans le recyclage aujourd'hui en France, pour ceux qu'on arrive à collecter évidemment, pas ceux qui sont abandonnés au bord des routes. Alors voilà, les taux de récupération dans la filière REP en 2021, celle qui existe, les piles 43%, oui c'est pas 100% quand même qui marche, les véhicules hors d'usage seulement 60%. Des véhicules. Les médicaments non utilisés, ça c'est intéressant, pour la filière de ville, c'est 56%, il n'y a pas de filière REP pour les établissements, mais il y a une filière en ville qui s'appelle Cyclamed qui récupère 56%. Il faut savoir que 56% de ce qui est récupérable, hein, du gisement récupérable. Et il faut savoir que le gisement récupérable, c'est la moitié des médicaments, parce qu'en France, la moitié des médicaments vendus ne sont pas consommés. Voilà, les pneus, il y a une je pense qu'on récupère des pneus qui viennent d'ailleurs, et les tissus, c'est très faible. Voilà, ça c'est la réglementation, c'est 21 filières obligatoires, je vous les passe très vite. Et puis, c'est à l'entrée des décharges que ces réglementations sont très surveillées et très appliquées. Donc il faut faire attention. Donc le terme DAOM n'existe pas, puisque je vous explique ce qu'est un déchet assimilé, mais ça n'a rien à voir avec un DAOM. Donc les établissements de santé produisent à peu près 750 000 tonnes de déchets, dont 170 000 tonnes de dasserie, un chiffre qui est en baisse rapide, c'est déjà un chiffre un peu ancien. Aujourd'hui, on utilise souvent le terme déchets assimilés aux ordures ménagères pour les déchets produits dans les hôpitaux. C'est fou, c'est une erreur parce que c'est associé à l'idée de maison. On ne crée pas des déchets ménagers à l'hôpital, on ne crée que des déchets d'activité économique. Il vaut mieux utiliser la réglementation, la terminologie réglementaire, qui est le Code de la santé, qui n'a un seul article qui s'occupe des déchets, c'est celui des déchets d'activité de soins. Donc les déchets d'activité de soins, je ne dis pas d'asserie, les déchets d'activité de soins sont les déchets qui sont issus des activités de soins. Parmi ces déchets, il y a ceux qui présentent un risque infectieux, ce sont ceux-là les dasseries, parce qu'ils contiennent un micro-organisme viable ou une toxine, donc ils contiennent un micro-organisme pathogène. Voilà la définition du dasserie. Et même en l'absence de risque infectieux, les matériaux piquants coupants, les produits sanguins à usage thérapeutique incomplètement utilisés ou arrivés à péremption et les déchets anatomiques humains qui correspondent à des fragments humains non aisément identifiables doivent rejoindre cette filière des dasseries, des déchets à risque infectieux. Voilà, les fragments anatomiques humains, ce ne sont pas les pièces anatomiques humaines, pièces anatomiques d'origine humaine qui sont reconnaissables, qui doivent être traitées en crématorium, ce sont des fragments humains non reconnaissables. Alors sont assimilés à ces déchets d'activité de soins à risque infectieux, les déchets qui ne sont pas d'activité de soins, hein, et qui ont les mêmes propriétés, piquants, coupants, contiennent un agent pathogène, etc. Ce sont les déchets assimilés aux dasseries. Ce sont ceux de la recherche, de la thanatopraxie, de la chirurgie esthétique, du tatouage ou des essais cliniques. Voilà, il n'y a pas de notion de risque psycho-émotionnel dans ces dasseries, ni de notion de souillure par un liquide biologique ou par le sang. La dasserie, c'est pas quelque chose qui est souillé par du sang, et d'ailleurs sont exclus de la définition des dasseries selon l'avis du 1er juin 2023 du Haut Conseil de la Santé publique.
tous les déchets que vous voyez là, ce sont exclus des DASRI, ceux qui ne proviennent pas d'un foyer de multiplication actif d'agents biologiques, ou bien les déchets d'activité de soins issus d'un patient qui ont une infection. Donc vous voyez, un patient est infecté, tous ces déchets issus de ces soins ne sont pas des DASRI, sauf qu'ils ont été en contact avec un foyer infectieux. Voilà la définition du DASRI, c'est le déchet en contact avec le foyer infectieux. Et puis, lorsque ce déchet est désinfecté, DASRI désinfecté, il perd sa propriété de risque infectieux. C'est important pour les déchets en vrac qui sortent du bloc opératoire, les métaux par exemple, qu'on va désinfecter pour pouvoir les réutiliser. Voilà. Alors donc, à contrario, un déchet à risque infectieux, c'est un déchet qui présente un agent, qui contient un agent pathogène. Alors la définition de l'agent pathogène, c'est quelque chose d'un peu plus compliqué à définir. Il y a des groupes qui ont été définis par la réglementation du travail là-dessus. Et ça reste quand même un petit peu compliqué. Néanmoins, vous comprendrez qu'en fait, l'agent pathogène, c'est l'agent qui a donné la maladie au sujet, quoi. Lorsqu'il présente une infection, il y a un site d'infection, un organe, un foyer, un tissu. Si l'objet n'a pas rentré en contact avec cet organe, ce foyer, ce tissu, c'est qu'il ne peut pas porter l'agent infectieux. Et donc, ce n'est pas un DASRI. C'est un peu ça l'idée, si vous voulez. Alors, il a été rajouté dans ces définitions les déchets qui risquent d'écoulement, qui sont donc très imprégnés par des liquides biologiques et qui risqueraient de s'écouler dans la filière, auquel cas il vaut mieux les mettre en DASRI, qui est une filière qui ne peut pas être compactée. Les déchets DASRI n'ont pas le droit d'être compactés, contrairement aux déchets non dangereux, que sont les DAS non dangereux. Donc ceux-là peuvent être compactés. Donc si on compacte, on écrase. Si on écrase, on risque de faire sortir le jus et c'est pas très bon non plus. Voilà. Donc on met en DASRI les déchets qui coulent. Voilà, donc c'est ça la terminologie. Vous avez les déchets d'activité économique produits à l'hôpital, au sein desquels il y a des DAS, au sein desquels il y a des DASRI. C'est la bonne terminologie à utiliser, tout le reste, ce sont des terminologies qu'on a inventées qui n'ont rien de réglementaire. Voilà, donc il n'est pas possible de réaliser des listes d'objets, parce que l'objet, suivant à quoi il va servir, eh bien, il sera ou non un DASRI. Et d'ailleurs, si c'était le cas, si on pouvait savoir qu'un dispositif médical est un DASRI à l'avance, en dehors des pics en coupant, il suffirait de mettre sur l'emballage un symbole de danger pour qu'il rejoigne la filière de danger. Alors c'est pas le cas, on ne sait pas à quoi il va servir. Donc il y a des DAS et des DASRI, il n'y a pas des DAOM, il y a des DAS et des DASRI. Il y a une réglementation qui prévoit donc les DAS n'ont pas, les déchets non dangereux n'ont pas de délai d'élimination, contrairement aux DASRI qui ont un délai en fonction de la quantité qu'on produit. En général, à l'hôpital, c'est plusieurs fois par semaine, c'est tous les 48 heures, 72 heures exactement. Alors que dans les petites structures, ça peut être beaucoup plus long, puisque vous voyez, inférieur à 5 kg par mois, vous avez 3 mois pour éliminer les DASRI. Les DAS, eux, n'ont pas de période d'élimination, n'ont pas de durée, si vous voulez, d'élimination. Ils en ont une qui est de 1 an, mais personne n'en tient compte, comme tous les déchets non dangereux. Les déchets dangereux, par ailleurs chimiques, ont des symboles de pictogrammes, des pictogrammes de danger et doivent être éliminés selon des filières d'élimination des déchets chimiques. C'est-à-dire le contenu du flacon, mais aussi le flacon primaire, puisque le flacon qui contient un produit chimique dangereux est un produit chimique dangereux. Voilà. Alors les médicaments n'ont pas de statut de danger. C'est étonnant, mais c'est ainsi. Ils ne sont pas dangereux pour l'environnement, ils ne sont pas dangereux en termes de réglementaire, je parle, sauf les cytostatiques anticancéreux. Donc ceux-là doivent être éliminés lorsqu'ils sont concentrés. C'est les flacons d'origine qui ont servi à la dilution. Eh bien, ceux-là doivent être éliminés à haute température. Donc c'est même pas la filière DASRI, c'est une filière spécifique à haute température. Et par tout ce qui a été en contact avec ces cytostatiques anticancéreux, ce qu'on appelle les chimiothérapies, doivent aller à l'incinérateur. Voilà, tout ce qui a été en contact avec pour l'utilisation. Les autres médicaments n'ont pas de statut de danger. Il est recommandé de les envoyer à l'incinérateur par la voie que vous trouverez pour un incinérateur, qui peut être la voie des DASRI si les faux DASRI sont incinérés. Et les stupéfiants doivent être par contre dénaturés avant d'être éliminés. Voilà, Cyclamètre, c'est la filière faite en ville et qui n'est valable qu'en ville de récupération des médicaments non utilisés. Pour ce qui est des patients qui sont en autotraitement à la maison, leurs aiguilles en particulier sont récupérées par la filière DASTRI. Bon, je passe, les pharmaciens sont censés les récupérer, cette plaque je vous l'ai déjà montrée. Recyclable, je vous ai expliqué ce que ça voulait dire. C'était admis en recyclage, recyclable. Voilà. Alors évidemment, il y a des choses là-dedans qui sont facilement admis en recyclage et d'autres pas. Vous comprenez pourquoi il peut y avoir des déchets qui ne sont pas des DASRI, qui pourtant ne seront pas admis en recyclage. Et donc il y aura encore une filière, bien sûr, de déchets à détruire, à incinérer plus souvent, ou à mettre en décharge, mais qui ne seront pas des déchets dangereux. Voilà.
tri sélectif n'existe pas, c'est un pléonasme. Donc si on veut avoir une idée de comment doit être fait un tri, c'est comme cela que, en gros, le principe du tri des déchets d'activité de soins, il y a des DASRI. Et puis ce qui n'est pas un DASRI doit trouver une filière de recyclage. C'est pour ça qu'il y a des DAS acceptés en recyclage. Et puis si on pas accepté en recyclage, ça ira en combustible solide de récupération et éventuellement en décharge s'il n'y a pas possibilité de les faire brûler. Voilà. Les métaux, vous voyez, ils sont regroupés, ils sont très prisés. Et donc, comme ils sont regroupés, on ne sait plus là-dedans qu'est-ce qui est un DASRI, qu'est-ce qui n'est pas. C'est pour ça qu'on désinfecte. Si on désinfecte, il n'y a plus de DASRI. C'est la définition même de l'abandon du risque infectieux par désinfection. Cette désinfection, voyez, après un tri qui peut être très détaillé, voilà, par exemple, là, je donne un exemple où il y a quand même beaucoup de matière organique mêlée aux déchets métalliques. Et donc, il va falloir nettoyer tout ça et surtout le désinfecter. Nettoyer, désinfecter pour le rendre propre et sec au recyclage. Voilà, c'est la procédure de recyclage, je ne la détaille pas, mais ça passe par une désinfection dite de niveau intermédiaire, avec des produits de désinfection des dispositifs médicaux, hein, pas des trucs pour les sols. Voilà. Alors les pacemakers, malheureusement, n'ont pas de filière pour l'instant REP obligatoire, ils ne passent pas en filière REP, donc ils passeront en filière de déchets dangereux, chimiques dangereux, et dont il faudra s'occuper nous-mêmes, puisque personne ne les récupérera pour vous. Alors je vais très vite, vous voyez, pour les déchets non dangereux, on a de plus en plus d'installations qui se mettent en place, de tri et de tri automatisé. C'est quand même des installations très efficaces. Les matières recherchées, c'est les papiers, les cartons, les plastiques, et puis le verre, les métaux. Ça, c'est très recherché. On peut banaliser les DASRI et ne pas les brûler. 80% sont brûlés, mais 20% sont donc désinfectés pour éliminer le risque infectieux. Ça donne une matière résiduelle qui ne peut pas aller pour l'instant en recyclage. Telle que l'alimentation est faite, c'est purement expérimental pour l'instant. Voilà, ça c'est la destruction avec production de chaleur et le stockage finalement des déchets dont on ne sait plus quoi faire après qu'ils aient donc été écartés de toutes les filières possibles. C'est la décharge. Il y a également une possibilité de méthanisation pour les déchets verts et les déchets qui peuvent se dégrader essentiellement alimentaires. Voilà, donc la conclusion c'est qu'il faut prévenir le déchet, qu'il y a une hiérarchie du traitement à respecter, qu'un déchet, on doit se poser des questions, est-ce que je peux le réutiliser ou le recycler ou le valoriser en dernier lieu. Voilà, et qu'il y a un guide qui est en cours d'actualisation pour ce qui est du tri des DAS, entre DAS et DASRI, puisque celui de 2009 est totalement obsolète au regard de la réglementation environnementale.